Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les limites. Fermez les yeux et écoutez. Ce n'est pas le vent, c'est le grondement d'un détroit déchaîné, un couloir d'eau qui, pendant des siècles, a dicté une loi unique. Ici, un monde s'achève et un autre commence. Voici l'histoire d'une ligne tracée non pas à l'encre, mais avec de l'acier, du courage et une obstination quasi divine. C'est la chronique de la façon dont le Japon a contemplé l'abîme qui séparait ses îles sacrées et a refusé d'accepter un refus. Comment planter un drapeau au fond de l'océan, à 240 mètres de profondeur, là où la pression pourrait écraser un sous-marin comme une canette? Comment tracer un chemin dans le royaume des ténèbres perpétuelles où la roche elle-même est un ennemi redoutable? Préparez-vous à descendre. Il ne s'agit pas d'une simple traversée, mais d'une plongée au cœur de l'ingénierie extrême, d'une odyssée vers les profondeurs où l'humanité a décidé que même le poids de l'océan Pacifique était un prix qu'elle était prête à payer. La porte du tunnel de Seikan est ouverte. La respiration est facultative. Une mer qui forge des destins d'acier. Pour saisir l'ampleur de cette folie, il faut d'abord s'intéresser à son bourreau. Le détroit de Tsugaru n'est pas une simple voie navigable. C'est une frontière liquide de 70 km de large qui sépare deux mondes. Honshu, l'île principale et le cœur politique et économique du Japon, et Hokkaido, sa vaste et sauvage frontière nord. Mais ce détroit est bien plus qu'une séparation géographique. C'est une entité vivante et capricieuse qui a régné en maître absolu sur la région pendant des siècles. Ses eaux sont un chaudron perpétuellement en ébullition, où courants chauds et froids s'entrechoquent violemment, engendrant des brouillards traîtres qui apparaissent en quelques minutes et des tempêtes qui surgissent sans prévenir, avec des vents dépassant les 150 km/h et des vagues aussi hautes que des immeubles de 5 étages. Pendant des générations, traverser le Tsugaru était un jeu de roulette russe. Navires à passagers, cargos indispensables à l'économie d'Hokkaido et plus tard de ferries ont dû affronter un monstre imprévisible. La liste des naufrages est longue et macabre, mais un nom reste gravé dans la mémoire collective japonaise. Celui du ferry Toyamaru. Dans la nuit du 26 septembre 1954, un typhon d'une violence biblique s'abattit sur le détroit. Le Toyamaru, avec plus de 1300 personnes à son bord, fut englouti par la fureur des flots. 1172 personnes périrent. Ce fut l'une des pires tragédies maritimes de l'histoire du Japon en temps de paix. Le pays tout entier fut bouleversé. La mer ne se contenta pas de séparer les terres. Elle faucha des vies, brisa des familles et freina le développement de toute une région. À cet instant, le débat cessa d'être technique ou économique. Il devint moral, presque viscéral, cartographier l'impossible. Suite à la décision politique prise après la tragédie au milieu des années 1950, les meilleurs ingénieurs et géologues japonais se trouvèrent confrontés à la page blanche la plus redoutable de leur carrière. Leur mission: trouver un passage stable à travers les fonds marins du détroit de Tsugaru. Ce qu'ils découvrirent, après des années de levée sismique, de forage d'essais et d'analyses minutieuses, était à glacer le sang. Le sous-sol n'était pas un sol solide et accueillant. C'était un champ de bataille géologique, un livre ouvert révélant la fureur tellurique de la planète. Les cartes révélèrent d'abord 9 failles géologiques actives, de profondes cicatrices dans la croûte terrestre, où l'énergie de la planète se libère sous forme de séismes. Franchir ne serait-ce qu'une seule de ces failles à terre représentait déjà un défi colossal. Imaginez construire un tunnel stable à travers 9 d'entre elles, sous la mer, relevait de l'absurde. Mais le cauchemar ne s'arrêtait pas là. Le matériau prédominant n'était pas une roche sédimentaire compacte et prévisible. Il s'agissait de rhyolite et d'andésite, des roches volcaniques jeunes, fracturées et extrêmement instables. Imaginez creuser un tunnel à travers un gigantesque amas de cendres et de roches friables, constamment saturées par la pression de l'eau. Chaque mètre creusé serait une lutte acharnée contre l'effondrement. La pression de l'eau n'était pas qu'un concept théorique, c'était une force omniprésente. À la profondeur prévue, équivalente à un immeuble de 80 étages renversé, la pression atteindrait environ 24 kg par centimètre carré.
de quoi briser de l'acier mal dimensionné et transformer la moindre infiltration en un jet tranchant capable de percer le fer. Les premiers calculs de stabilité et de coût étaient si astronomiques que nombre d'ingénieurs du monde entier ont rejeté le projet, le qualifiant de fantasme nationaliste, d'utopie impossible qui engloutirait des ressources incalculables et, selon toute vraisemblance, des vies humaines. Pour se faire une idée de l'ampleur de cette folie, imaginez un voyage souterrain. Le tunnel de Seikan, avec sa longueur totale de 53,85 km, dont 23 km et 300 mètres sous le fond marin, n'est pas un simple trou. Pont ou tombeau englouti. Face à un tel scénario, la logique initiale orientait vers une solution plus conventionnelle, plus brillante, plus conforme à l'esprit du XXe siècle. Un pont colossal. Un pont suspendu qui, avec des tours plus hautes que n'importe quel gratte-ciel de l'époque et des travées monumentales, relierait les îles au-dessus des flots déchaînés. Les équipes de conception se mirent au travail sur cette option. Les esquisses montraient des structures imposantes, symboles du progrès se détachant sur le ciel. Mais plus on l'analysait, plus les failles de ce rêve aérien apparaissaient. Le premier problème résidait dans les fondations elles-mêmes. Pour ancrer des tours d'une telle ampleur dans le détroit, il aurait fallu construire des piliers sur le fond marin à plus de 200 mètres de profondeur. Le génie civil de l'époque ne disposait tout simplement pas de la technologie nécessaire pour construire des caissons étanches et établir des fondations stables en un lieu aussi profond et soumis à des courants aussi violents. C'était comme tenter de construire un château de cartes au milieu d'un ouragan. Le second problème, plus redoutable encore, était celui des conditions météorologiques. Le détroit de Tsugaru est une véritable voie de passage pour les typhons. Un pont d'une telle envergure serait une cible idéale pour des vents dépassant aisément les 200 km/h. Les calculs relatifs aux charges dynamiques, à la fatigue des matériaux sous l'effet d'oscillations constantes et au risque d'effondrement lors d'une tempête d'une violence extrême étaient inacceptables. Un tel pont serait non seulement hors de prix à construire, mais constituerait aussi un danger permanent, un tombeau d'acier potentiel suspendu au-dessus du vide. C'est alors que l'option la plus radicale, celle que tous considéraient comme le plan B farfelu, commença à gagner du terrain. Le tunnel sous-marin. Si l'on ne pouvait vaincre la mer par la surface, on la contournerait par le dessous. On la contournerait sur son propre terrain. L'idée avait une logique perverse. Sous les fonds marins, le tunnel serait à l'abri des tempêtes, des vents et des vagues. L'ennemi ne serait plus la météo, mais la géologie et la pression hydrostatique. Il s'agissait d'échanger un ensemble de problèmes gigantesques contre un autre ensemble de problèmes colossaux, mais peut-être, qui sait, plus gérables. Le débat fut passionné. Les partisans du pont évoquaient le symbolisme, la lumière, le progrès tangible. Ceux du tunnel parlaient de permanence, de sécurité absolue, d'une solution pour les siècles à venir. Finalement, après des années d'études et un réalisme douloureux, la balance pencha. En 1964, le gouvernement japonais approuva officiellement le projet du tunnel de Seikan. Ce ne serait pas un pont vers l'avenir, mais un puits vers les enfers. L'arme était choisie, non pas l'acier qui s'élève, mais le béton qui descend. La folie suicidaire avait désormais un nom, un budget incalculable et un point de départ. Le plus grand combat du génie civil contre les éléments allait se livrer non pas à la surface, mais dans les entrailles obscures et humides de la planète. Les tunneliers. La frontière du progrès. L'aube du 3 mars 1971 ne fut pas marquée par une grande cérémonie sur les rives du détroit de Tsugaru. Au contraire, sur un chantier boueux, cerné par le bourdonnement incessant des générateurs et des engins de chantier, un groupe d'ingénieurs et d'ouvriers se rassembla autour d'une structure métallique tout droit sortie d'un roman de Jules Verne. C'était le tunnelier, une machine aux multiples facettes, un monstre mécanique de 70 mètres de long et pesant plus de 400 tonnes, dont la face avant était une tête de coupe lourdement blindée, hérissée de 54 fraises en carbure de tungstène, chacune de la taille d'une assiette. Ce monstre n'allait pas creuser le tunnel principal, mais quelque chose de plus modeste et, en même temps, d'infiniment plus risqué, le tunnel d'exploration pilote. Un cylindre d'à peine 4,5 mètres de diamètre, destiné non pas à la gloire du transport,
mais à la collecte de données brutes, à l'exploration tactile de cet enfer géologique que les cartes ne pouvaient qu'évoquer par des pointillés et des points d'interrogation. Tandis que cette machine entamait sa lente descente depuis les côtes de Honshu, une jumelle entreprenait le même voyage depuis le nord, depuis Hokkaido. L'idée, d'une simplicité presque chimérique, consistait à faire se rejoindre ces deux sondes mécaniques en un point précis sous le fond marin, scellant ainsi la viabilité du plus grand rêve d'une poignée de main inébranlable. Mais à l'intérieur de ce tube étroit, où l'air était imprégné d'huile hydraulique brûlante et de roches pulvérisées, l'entreprise chimérique se transforma en un cauchemar de sueur et de peur constante. La frontière de l'exploration était un lieu qui défiait la physiologie humaine. La température, générée par le frottement des outils de coupe contre la roche et la chaleur géothermique naturelle des profondeurs, restait stable entre 38 et 42 degrés Celsius. L'humidité, condensée à partir de l'air humide entrant et de l'eau qui s'infiltrait des parois, atteignait 100%. Les hommes travaillaient trempés non pas de sueur, mais de l'atmosphère elle-même, leurs combinaisons de coton, lourdes comme du plomb, collant à leur peau. L'air était lourd, chargé de poussière de silice provenant de la roche volcanique. Une fine poussière qui s'infiltrait dans leurs poumons et les obligeait à porter des masques qui, sous cette chaleur, devenaient suffocants. Le bruit était une réalité physique. Le grondement métallique et rythmé des marteaux-piqueurs du tunnelier, le crissement des outils de coupe tranchant la rhyolite, le sifflement aigu des ventilateurs qui tentaient, en vain, de renouveler l'air vicié. C'était un son qui résonnait dans leur poitrine, qui persistait dans leurs oreilles des heures après leur sortie, un bourdonnement fantôme qui leur rappelait où ils passaient leur journée. L'ennemi principal. Mais le véritable ennemi, celui qui occupait toutes les pensées dans les moments de silence mécanique, était invisible. On l'appelait Mizu, simplement eau, mais dans leur bouche, c'était un murmure chargé de terreur. C'était le bruit d'un filet d'eau qui goutte, puis d'un filet qui se transforme en un mince jet sifflant capable de lacérer la chair. C'était le craquement sec d'une roche surchargée au plafond, le gémissement des fermes de soutien en acier provisoire qui commençaient à fléchir sous une pression inattendue. Chaque mètre gagné était une victoire précaire. Certains jours, la machine avançait de 3 mètres. D'autres, face à une poche de roche extrêmement fracturée ou à une soudaine montée des eaux, la progression se mesurait en centimètres, ou bien elle s'arrêtait complètement tandis que les ingénieurs, le souffle coupé, évaluaient s'il fallait continuer ou reculer. La psychologie forgée dans ce tunnel pilote était celle d'un équipage de sous-marins piégé dans une mission sans retour. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de ciel, pas d'échappatoire. La seule issue était de rebrousser chemin, à travers des kilomètres de tunnels déjà creusés. Un langage de gestes et de regards s'est instauré, une camaraderie forgée dans l'adrénaline constante. Les vétérans ont appris à lire la roche, à identifier, au son des impacts, si elle était solide ou traîtresse, à flairer le changement d'air annonciateur d'une fuite importante. Le tunnel pilote a coûté très cher. C'est là que la plupart des 34 victimes du projet ont péri, piégées par des crues soudaines qui ont envahi la galerie en quelques minutes ou ensevelies par des effondrements inattendus. Chaque décès immobilisait le projet pendant des jours, le temps de récupérer les corps et de réévaluer la sécurité. Mais, contre toute attente, le tunnel pilote a aussi apporté l'espoir. Il a confirmé la profondeur exacte des failles, cartographié la véritable consistance de la roche volcanique et, surtout, démontré qu'avec les bonnes techniques, des progrès étaient possibles. C'est sur ce terrain d'essai que fut rédigé le manuel de survie du tunnel principal. Sans cet exploit oublié, cette répétition générale, sanglante et héroïque, le Seikan serait resté à jamais une ligne sur une carte, une folie jamais mise à l'épreuve. Le bouclier impénétrable. Le coulis résistant à la pression. Percer la roche du détroit de Tsugaru était une toute autre affaire que creuser un tunnel dans les granits stables des Alpes ou les argiles compactes d'autres régions. Ici, le terrain constituait une énigme géologique. La roche volcanique, rhyolite et andésite, ressemblait à une éponge géante et fracturée, criblée de pores, de fissures interconnectées et de poches d'eau sous pression.
Creuser dans ce milieu revenait à ouvrir une boîte de conserve au fond de la mer. La pression extérieure s'infiltrerait instantanément par le moindre point faible pour provoquer l'effondrement de la structure. Les techniques de creusement traditionnelles, qui consistaient à creuser puis à étayer rapidement la structure avec des treillis d'acier avant de couler le béton, étaient inefficaces. L'eau s'infiltrait en premier, emportant le coulis, saturant tout et rendant impossible une étanchéité efficace. La solution, née du désespoir et du génie des ingénieurs japonais, était un concept révolutionnaire. Non pas lutter contre l'eau après le creusement, mais la vaincre avant même de commencer les travaux. Ce concept a pris la forme d'un coulis chimique à haute pression, connu dans les plans de Seikan sous le nom de méthode BMT, Chemically Grouted Base, le processus de forage. L'opération était un balai d'une précision chirurgicale, exécuté dans les conditions les plus hostiles qui soient. Imaginez le front de taille du tunnel. Devant la foreuse, à une distance de 5 à 10 mètres, le terrain était une inconnue. La première étape consistait en un forage exploratoire. De longues foreuses hydrauliques perçaient des dizaines, voire des centaines, de trous disposés en éventail, pénétrant la roche en amont du futur tunnel. Ces trous, d'une dizaine de centimètres de diamètre, étaient comme les aiguilles d'un acupuncteur géant, à la recherche des méridiens d'eau et de faiblesse du corps terrestre. Un tube d'injection était inséré dans chacun de ces trous, puis commençait la phase critique. Depuis des installations de mélange en surface, un coulis chimique spécial était pompé jusqu'au front de taille. Ce coulis, composé de silicate de sodium et d'un agent gélifiant, avait initialement une viscosité similaire à celle de l'eau, ce qui lui permettait de s'infiltrer dans les plus infimes fissures et les pores les plus étroits, parfois sur plusieurs mètres depuis le point d'injection. C'était un produit ingénieux. Son temps de gélification pouvait être ajusté avec précision, de quelques minutes à plusieurs heures, en fonction de la porosité du sol et de la distance à parcourir. La magie opérait lorsque le coulis gélifiait. Au lieu de se solidifier en un bloc rigide et cassant, il formait un gel flexible, résistant et surtout imperméable. En se dilatant, ce gel chassait l'eau emprisonnée dans les fissures et scellait hermétiquement le réseau de pores. L'effet était transformateur. Une portion de roche qui, quelques minutes auparavant, était une masse instable et saturée d'eau, prête à s'effondrer, se transformait en un bloc consolidé, une roche artificielle d'une résistance mécanique bien supérieure à l'original et surtout d'une imperméabilité quasi totale. C'était comme figer le sol dans le temps, créant une arche de solidité au sein du chaos liquide. Ce n'est qu'après que des capteurs aient confirmé que la zone traitée avait atteint la résistance et l'étanchéité requises que le tunnelier pouvait progresser en toute sécurité relative pour creuser ce bloc désormais stabilisé. C'était un bouclier chimique invisible, déployé des mètres en amont de l'humanité, traçant un chemin à travers l'abîme. Ce procédé était long et complexe. Le traitement d'une section particulièrement dégradée pouvait prendre des jours. De plus, il n'était pas infaillible. Il arrivait que le coulis rencontre des fissures trop importantes, ou que le courant d'eau soit si fort qu'il emporte le produit chimique avant qu'il ne puisse gélifier, entraînant des retards et obligeant à revoir en cours de route le schéma d'injection. Mais c'est cette technique, perfectionnée au prix d'énormes sacrifices en temps et en ressources sur le Seikan, qui a sauvé le projet. Elle est devenue la référence mondiale pour le creusement de tunnels dans les sols meubles et fracturés, et son héritage est présent dans chaque tunnel moderne traversant une nappe phréatique ou une zone géologiquement instable. Chaque mètre du Seikan, sous les sections les plus dangereuses, était précédé de ce rituel d'injection, un balai sous haute pression où la chimie constituait la première ligne de défense, le rempart invisible qui contenait l'océan. Le mur du bout du monde, 1 mètre de béton, face au Pacifique. Une fois le tunnelier ouvert, laissant derrière lui un tube irrégulier et poussiéreux soutenu par des poutres d'acier provisoires, le moment du travail éternel avait sonné. Ici, point de place pour le provisoire, pour le suffisant. Il s'agissait de construire la paroi définitive du tunnel, la barrière qui devait résister non seulement à la pression hydrostatique de l'océan pendant les 100 prochaines années, mais aussi au séisme récurrent de l'une des zones les plus sismiques de la planète, à la corrosion saline et à l'usure cyclique due à des millions de passages de trains.
Le revêtement final du Seikan n'est pas un simple cylindre de béton coulé. C'est une forteresse concentrique, un ouvrage d'ingénierie structurelle d'une sophistication stupéfiante. La couche intérieure, celle que les passagers aperçoivent depuis la fenêtre du train, est un cylindre lisse et parfait, peint d'une couleur claire pour maximiser la réflexion de la lumière et donner une impression d'espace. Mais ce mur d'1 mètre d'épaisseur n'est que le visage inoffensif d'un monstre. Derrière se cache la véritable armure. Le cœur du revêtement est un colosse de béton armé à ultra haute résistance, conçu spécifiquement pour ce projet. Son épaisseur n'est pas uniforme. Elle varie en fonction des forces calculées. Dans les zones de faible pression et de roches de meilleure qualité, elle n'atteint que 70 cm d'épaisseur. Au point critique, là où des failles actives ont été traversées, ou là où la pression de l'eau était maximale, l'épaisseur atteint 1 mètre. Pour comprendre ce que représente 1 mètre de béton armé de cette qualité, il faut le comparer aux structures les plus robustes connues. Pensons aux murs de soutènement des plus grands barrages poids du monde, comme le barrage des Trois Gorges, conçu pour contenir la puissance d'un fleuve entier. Pensons aux bunkers de commandement de la guerre froide, construits pour résister à l'impact direct de bombes nucléaires. C'est de ce niveau de résistance dont nous parlons. Il ne s'agit pas du béton d'une dalle de bâtiment. C'est un mélange spécial formulé avec des additifs pour minimiser sa porosité, résister à la pénétration des sulfates provenant de l'eau de mer et atteindre une résistance à la compression bien supérieure à celle du béton structurel conventionnel. La logistique nécessaire à la construction de ce mur du bout du monde, profondément enfoui sous terre, représentait une entreprise colossale. Le béton était fabriqué en surface dans des centrales à béton informatisées où les proportions de ciment, de granulats sélectionnés, d'eau et d'adjuvants étaient contrôlées au gramme près. Il était ensuite transporté par camions bétonnières jusqu'à l'entrée du tunnel où il était transbordé dans des trains de transport souterrains spéciaux. Ces trains parcouraient les kilomètres déjà construits pour atteindre le front de taille, parfois situé à plus de 20 km et à 240 mètres de profondeur. Là, le béton était pompé par des tuyaux de grand diamètre jusqu'au coffrage glissant, une merveille de génie civil. Ce coffrage glissant était une gigantesque structure métallique circulaire, une sorte de tunnelier inversé qui, au lieu de creuser, construisait. Il se déplaçait sur des rails et le béton était coulé à l'intérieur. Des vibrateurs à haute fréquence compactaient le mélange pour éliminer les bulles d'air, ennemis mortels de l'étanchéité. Le puits du géant. Évacuer la peur constante. Un tunnel aussi parfait, soit sa conception et sa construction, n'est jamais totalement sec. C'est une loi de la physique et de la géologie. La pression océanique est une infiltration patiente et implacable, trouvant des pores microscopiques dans le béton, exploitant les contraintes résiduelles ou condensant simplement l'humidité de l'air respiré par les passagers et l'équipage dans les profondeurs glaciales. Sur le Seikan, l'eau n'est pas un simple désagrément, c'est l'antagoniste permanent, un fantôme liquide tapi derrière chaque pouce de béton. Et son pendant, le système qui tient ce fantôme à distance, est le cœur mécanique et le système nerveux autonome du tunnel, le réseau de pompage et de drainage. Ce n'est pas une installation auxiliaire, c'est la raison pour laquelle le tunnel reste opérationnel des décennies après sa construction. C'est un ouvrage d'ingénierie parallèle, aussi complexe et vital que le tunnel lui-même. Le système fonctionne comme les systèmes lymphatiques et circulatoires d'un organisme géant. Tout d'abord, l'eau est captée. Sur toute la longueur du sol du tunnel, courent des canaux de drainage recouverts de grilles. L'eau qui s'infiltre à travers les parois ou se condense s'écoule dans ces canaux. De plus, aux points les plus bas du tunnel, qui n'est pas parfaitement plat, mais présente de légères pentes facilitant le drainage, d'immenses bassins de rétention ont été aménagés, des chambres de collecte creusées dans la roche sous la voie ferrée. L'eau y est acheminée par gravité. C'est là que la puissance brute entre en jeu. Les pompes sont installées dans des locaux blindés et insonorisés à accès restreint. Ce ne sont pas des pompes de jardin. Ce sont des pompes centrifuges multicellulaires d'une puissance titanesque, entraînées par des moteurs électriques qui consomment autant d'énergie qu'un petit quartier. Ensemble,
Elles sont capables de déplacer un volume de plus de 60 tonnes d'eau par minute. Imaginez, toutes les 60 secondes, ce système extrait et remonte du point le plus profond de la planète, l'équivalent du poids de 3 gros camions-citernes. Cette eau n'est pas simplement rejetée à la mer. L'eau est acheminée par canalisations parallèles au tunnel jusqu'aux stations d'épuration de surface, où elle est dessalée, décontaminée de tout résidu de lubrifiant ou de métal, puis, dans une approche novatrice du développement durable, une grande partie est réutilisée. Elle sert au refroidissement des machines du tunnel, à l'alimentation des installations de maintenance et même à des fins industrielles dans les communes voisines. Le cycle est ainsi bouclé. Mais le véritable génie du système réside non pas dans sa puissance brute, mais dans son intelligence, sa redondance et sa vigilance intrinsèque. Tout est dupliqué. Chaque pompe possède une pompe jumelle de secours, prête à démarrer automatiquement si la pompe principale détecte un défaut ou une surcharge. Elles sont alimentées par 2 lignes électriques provenant de sous-stations indépendantes situées à terre. Et si, dans le scénario catastrophique d'une panne de courant total, les 2 lignes venaient à céder, des groupes électrogènes diesel de secours, dotés d'une autonomie de plusieurs jours, démarreraient en moins de 30 secondes pour prendre le relais. Le pire cauchemar transmis comme une histoire d'horreur parmi les ingénieurs depuis l'époque du tunnel pilote, est celui de l'intrusion massive. Une fissure soudaine et importante dans le revêtement peut être provoquée par un séisme particulièrement violent, laissant entrer un jet d'eau incontrôlable sous pression, un geyser inversé qui inonde le tunnel en quelques minutes. Pour parer à cette éventualité, le tunnel du Seikan dispose d'une ultime ligne de défense digne d'un thriller, des portes d'urgence étanches. Ce sont des portes en acier massif, du diamètre exact du tunnel, installées à des points stratégiques tout au long de son parcours. En cas d'inondation catastrophique détectée par les capteurs, ces portes peuvent être fermées à distance ou manuellement en quelques minutes, scellant hermétiquement une section du tunnel. Cela permettrait d'isoler la zone inondée, de contenir la catastrophe et de gagner du temps pour le sauvetage des personnes piégées et la planification d'une réparation monumentale. Ce système fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, même avant l'ouverture du tunnel au public. C'est le murmure constant dans l'obscurité, le rappel que la bataille contre l'océan n'est jamais vraiment gagnée, seulement contenue, gérée et maintenue dans un équilibre précaire grâce à une vigilance perpétuelle et une redondance obsessionnelle. C'est le prix à payer pour habiter un espace qui, par la loi naturelle, ne nous appartient pas. Après des décennies de cette lutte silencieuse et titanesque, après des millions d'heures de travail dans l'ombre et un coût qui a transcendé le domaine économique pour atteindre les sphères humaines et symboliques, le tunnel s'est enfin ouvert sur l'avenir. Le 13 mars 1988, un train d'essai a effectué le premier trajet complet sous le détroit de Tsugaru, un voyage qui ressemblait davantage à un soupir de soulagement qu'à un cri de triomphe. Mais un projet de cette envergure n'est jamais un simple trou dans le sol par lequel passent des trains. C'est un organe vital implanté dans la croûte terrestre, un système nerveux d'acier, de béton et d'algorithmes qui bat dans l'obscurité de son propre rythme. Son existence même est un combat perpétuel contre l'impossible, la preuve que les limites sont provisoires. Son héritage, ce qui a suivi l'émergence du dernier foreur à la surface, casque retiré, a redéfini à jamais la conception humaine du possible en matière de connexion, non seulement des territoires, mais aussi des époques, des savoirs et des futurs. L'entreprise pharaonique était achevée. Désormais, sa véritable vie éternelle commençait. Gardienne, balise de données dans l'obscurité et message le plus puissant que nous puissions transmettre à demain. Aucun abîme, si profond et hostile soit-il, ne peut être franchi grâce à l'ingéniosité, la persévérance et un profond respect pour la force affrontée. Les événements de la tragédie. L'effondrement dura peut-être 45 secondes, mais pour les hommes écrasés contre les parois du tunnel, à 50 mètres de là, cela parut une éternité. Lorsque le grondement cessa, laissant place à un silence seulement rompu par le gargouillis de l'eau qui coulait encore et le goutte à goutte des débris, la scène était dantesque. Là où se trouvait autrefois le front de taille, il n'y avait plus qu'un amas informe de roches, de boue et de morceaux de métal tordus qui s'élevaient presque jusqu'au plafond,
ensevelissant complètement la moitié avant du tunnelier. Le jet d'eau, bien que réduit, continuait de jaillir d'une fissure en haut de l'amas de débris, formant un torrent impétueux qui déferlait sur le sol du tunnel, montant rapidement jusqu'aux chevilles des hommes. L'air était irrespirable, saturé de poussière. Kenji Sato, toussant, activa sa radio de détresse. Effondrement du front de taille sept. Je répète, effondrement total du front de taille. La machine est ensevelie. Il y a une fuite massive. Nous avons besoin d'équipes d'évacuation et de secours immédiatement. Sa voix était rauque mais calme. L'entraînement avait permis de maîtriser la panique. Heureusement, tous les hommes avaient réussi à se replier suffisamment loin. Il n'y avait aucune victime piégée sous les décombres, mais ils étaient pris au piège. L'eau montait. La seule issue était de parcourir les 3 kilomètres jusqu'au puits d'accès le plus proche, dans une pénombre relative, l'eau glacée leur remontant jusqu'aux jambes et le risque constant de nouveaux effondrements dans le tunnel endommagé. Alors que l'équipe entamait la retraite ardue, surveillant le niveau de l'eau qui leur arrivait désormais aux genoux, la nouvelle déclencha le protocole de crise en surface. Tous les travaux sur les autres fronts de taille furent interrompus. Le matériel de pompage d'urgence fut dépêché vers la zone du front de taille sept, mais il fallait d'abord y parvenir. La principale difficulté résidait dans le fait que l'effondrement et l'eau bloquaient l'évacuation naturelle. Pendant 72 heures critiques, les ingénieurs menèrent une lutte parallèle. D'un côté, des équipes de secours en combinaison immergée et des renforts métalliques temporaires se rendaient sur place pour sécuriser la zone et rechercher, le souffle coupé, le moindre signe de vie. Heureusement, il n'y en avait aucun. D'autre part, des pompes portables à haut débit ont été installées pour contenir le niveau de l'eau en attendant la mise au point d'une solution permanente. Cette solution a démontré une grande ingéniosité face à l'urgence. Déblayer les décombres était impossible. L'eau rendait la tâche ardue. Les ingénieurs ont donc opté pour une solution de contournement. À partir des données du tunnel pilote, ils ont creusé un petit détour, une galerie de dérivation, longeant la zone d'effondrement d'un côté, là où la roche était légèrement plus stable. Ce détour d'à peine 4 mètres de diamètre a nécessité 3 mois de travaux. Véritable chantier dans le chantier, ce tunnel d'urgence a permis de rétablir l'accès, le drainage et la ventilation de l'autre côté de l'effondrement. Ce n'est qu'après avoir drainé et stabilisé la zone grâce à d'importantes injections de coulis réalisées sous plusieurs angles que la tâche extrêmement longue et dangereuse de déblaiement et de récupération des restes du tunnelier a pu commencer. La machine, dont la perte s'élevait à plusieurs millions de dollars, a été partiellement démantelée sur place et ses restes extraits pièce par pièce. Le premier train du royaume de Neptune. Le 13 mars 1988, point de grand discours devant une foule, point de ruban coupé au soleil. La cérémonie était austère, souterraine, presque intime. Un train d'essai, chargé d'ingénieurs, de officiels et de quelques journalistes, descendit la rampe d'accès de Honshu et plongea dans la gorge de béton baignée de soleil. Ce n'était pas une inauguration au sens conventionnel du terme, c'était le premier battement de cœur vérifiable de la créature. C'était la preuve que le rêve, ou le cauchemar, prenait vie. Pour les premiers voyageurs civils qui suivirent, l'expérience n'était pas un simple trajet en train. C'était une immersion rituelle. Laissant la lumière du jour derrière eux, le train entame une descente douce mais implacable, une spirale vers les profondeurs qui dure plusieurs minutes. La pression change dans vos oreilles, un rappel physique que vous pénétrez dans un monde surnaturel. À 240 mètres sous le niveau de la mer, vous atteignez le point le plus profond. À travers les fenêtres, on ne distingue que la paroi lisse et grise du revêtement, éclairée par une faible lumière diffuse qui se fond dans la courbe de la voûte, créant une impression d'infini tubulaire. Le silence est ce qui frappe le plus. Non pas le silence d'une bibliothèque, mais le silence sépulcral d'une crypte planétaire, seulement troublé par le doux bourdonnement étouffé des roues sur les rails, un son comme absorbé par l'écrasante masse de roches et d'eau qui la surplombe. Il n'y a ni paysage, ni ciel, aucune trace de vitesse. Seulement la sensation de glisser à l'intérieur d'une artère gigantesque. Durant les 23 km et 300 mètres qui s'étendent sous le fond marin, le temps et l'espace se distordent. On est un intrus dans un royaume où l'humanité n'a pas sa place, évoluant dans une bulle d'ingéniosité à travers l'obscurité perpétuelle de Neptune.
C'est une expérience qui mêle humilité et émerveillement. Vous savez qu'au-dessus de votre tête, il n'y a pas 10 mètres de terre, mais des centaines de mètres de roches, et, au-dessus encore, le poids vivant et mouvant de tout l'océan Pacifique à cet endroit précis. Plus qu'un tunnel, le gardien sismique. Si sa fonction de voie de transport s'est avérée moins vitale que prévu, le destin réservait au tunnel du Seikan un rôle encore plus crucial, pour lequel sa nature même en faisait l'instrument idéal. Le Japon se situe sur la ceinture de feu du Pacifique. C'est le pays le plus sismiquement actif au monde. Or, le tunnel du Seikan traverse non seulement 9 failles actives, mais se trouve également dans l'une des zones les plus sismiques de la planète. Les ingénieurs ont rapidement réalisé qu'ils avaient, sans le savoir, construit le stéthoscope géologique le plus sensible et le plus profond jamais créé. Intégré au revêtement en béton, sur toute sa longueur se trouvait un réseau de centaines de capteurs de pointe, accéléromètres, jauges de contrainte, manomètres à eau dans la roche et détecteurs de déformation millimétrique. Ce réseau ne surveille pas l'état du tunnel. Il écoute le pouls de la Terre. Le tunnel de Seikan est ainsi devenu une station sismologique linéaire de 54 km de long, capable de détecter et d'analyser avec une précision sans précédent les mouvements les plus infimes des failles qui le traversent. Les données qu'il recueille sont une véritable mine d'or pour les sismologues. Elles leur permettent de cartographier en temps réel le comportement de chaque faille, l'accumulation des contraintes et la propagation des ondes sismiques à travers différents types de roches en profondeur. Ces informations sont essentielles pour affiner les modèles de prédiction des séismes, non pas pour prédire la date et l'heure, ce qui reste impossible, mais pour mieux comprendre les cycles de contraintes et améliorer les systèmes d'alerte précoce pour les millions d'habitants de Honshu et d'Hokkaido. En somme, le tunnel constitue un système de défense civile de première ligne. Son existence permet au Japon d'entendre les grondements du séisme qui gronde sous ses pieds avec une clarté qu'aucun réseau de surface ne saurait égaler. Le testament d'acier. Ce que le Seikan révèle à l'avenir. Le tunnel du Seikan est une capsule temporelle, un pont physique entre deux époques de l'ingénierie. Conçu avec les technologies du milieu du XXe siècle, il a résisté à l'épreuve du temps et a été construit grâce à l'ingéniosité des années 1970 et 1980, puis inauguré à l'aube de la révolution numérique. Mais son héritage le plus important ne réside pas dans son passé, mais dans l'avenir qu'il a contribué à façonner. Il a servi de laboratoire grandeur nature où des techniques aujourd'hui courantes ont été testées et perfectionnées. Injection chimique sous haute pression, système de surveillance intégré, logistique du béton massif en profondeur et appréhension du creusement de tunnels dans des conditions extrêmes. Sans les leçons amères et coûteuses du Seikan, des projets ultérieurs tels que le tunnel de base du Saint-Gothard en Suisse, le plus long du monde, ou le tunnel sous la Manche, auraient été encore plus titanesques et risqués. Le Seikan leur a montré la voie, leur a révélé les limites et leur a montré le prix à payer. Il est le vénéré et marqué par les épreuves de tous les mégatunnels modernes. Son existence même alimente les rêves les plus audacieux de l'ingénierie future. L'idée d'un tunnel flottant ou sous-marin traversant le détroit de Gibraltar pour relier l'Europe et l'Afrique, ou des liaisons sous-marines entre les continents qui relèvent aujourd'hui de la pure fantaisie. Le Seikan a prouvé que si la motivation est suffisamment forte, qu'il s'agisse de souffrance, d'ambition ou de nécessité, aucun abîme marin n'est invincible. Mais son témoignage le plus profond est peut-être d'ordre philosophique. Le Seikan n'est pas un triomphe sur la nature. La nature est toujours là, à la surface, intacte et féroce. Le tunnel est un triomphe sur la résignation humaine. Il prouve que nous pouvons, par l'intelligence, la persévérance et un prix terrible à payer, renégocier les termes de notre existence sur la planète. Non pas pour dominer, mais pour coexister autrement. Nous ne construisons pas des tunnels pour traverser l'eau. Nous construisons des avenirs pour refuser la séparation. Ainsi, dans l'obscurité perpétuelle, à 240 mètres sous la surface, bat le cœur de l'obstination humaine. Le tunnel du Seikan n'est pas qu'un simple exploit d'ingénierie. C'est un monument silencieux, symbole du refus d'accepter un « non » imposé par la géographie et le climat. C'est une cicatrice d'ingéniosité pure sur la face de l'abîme, un rappel que nos limites sont souvent celles que nous osons tracer nous-mêmes. Et tandis qu'un train glisse comme un fantôme de lumière à travers ses entrailles,
Transportant sa cargaison de vie et d'histoire d'une île à l'autre, il remplit sa fonction essentielle, être un message de connexion, lancé sans cesse à travers le temps depuis le fond de la mer, démontrant que même dans le royaume de la pression et des ténèbres éternelles, la volonté humaine peut se frayer un chemin vers la lumière.